Alors, bonjour à tous et à toutes. Euh, donc, merci de vous joindre à nous à ce nouveau webinaire des conférences mémorables. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Noa Bengayed, directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Et j'aurai le plaisir de modérer et d'animer le webinaire d'aujourd'hui. Alors, pour ceux qui s'étaient déjà inscrits au début du lancement de la session de webinaire, vous avez bien sûr remarqué qu'on a changé le thème de la conférence d'aujourd'hui, qui était normalement consacré au deuil. On a changé en cours de route et c'était pas du tout par rapport à la situation actuelle que l'on vit. Mais finalement, ça tombait bien. Les conférences mémorables sont rendues possibles grâce à un soutien financier d'ELI, du Consortium canadien sur la neurodégénérescence et le vieillissement, le CCNV, et la participation de Brain Exchange et la Société Alzheimer du Canada. Alors, pour des questions techniques, le son, vous l'avez soit via votre ordinateur, soit via le téléphone, pour ceux qui se sont connectés via le cellulaire ou leur téléphone. Et a priori, pour le moment, vous ne me voyez que moi. Notre conférencière José Vaillancourt n'ouvrira pas sa webinaire, sa webcam aujourd'hui, mais vous aurez bien sûr la présentation devant vous. Si vous avez des questions par rapport au son ou à la présentation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser la boîte de dialogue pour poser vos questions et vos commentaires. Et pour un souci finalement de fluidité de la présentation, on gardera à la fin de la présentation un 15-10 minutes pour que vous puissiez vous exprimer et poser vos questions. Alors, sans plus tarder, je vous présente notre conférencière d'aujourd'hui, Madame José Vaillancourt, qui est éducatrice spécialisée de formation. Depuis 2008, elle fait partie de l'équipe de la Société Alzheimer du Québec comme intervenante sociale et conseillère au volet éducatif. Elle est également fondatrice du Centre de jour intemporel à la Société Alzheimer et spécialisée auprès des personnes vivant avec des atteintes cognitives. Elle accompagne les personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer ou une maladie apparentée ainsi que leurs proches aidants. Madame Vaillancourt est également formatrice auprès des professionnels du réseau de la santé et des services sociaux. Alors, merci beaucoup, José, d'avoir accepté notre invitation. La parole est à vous. Parfait, merci. Premièrement, est-ce que le son est bon? Oui, parfait, on s'entend très bien. C'est bien. Alors, avant toute chose, effectivement, comme on disait, les trucs et astuces au quotidien sont bien à propos en cette période de COVID-19. Pour moi, c'est important, avant toute chose, là, de vous dire qu'il faut quand même voir un certain positif dans cette période de confinement. J'ai une collègue qui me disait, j'appelle pas ça un confinement, j'appelle ça une période de ressourcement. Et je trouvais ça très intéressant d'entendre cette façon de voir les choses. On est dans une société où le temps est précieux, on est structuré, tout est planifié. Et il y a bien des fois où on se dit, ben, j'aimerais bien avoir plus de temps pour faire mes choses, prendre une petite pause. Alors, c'est de voir ce côté-là qui est beaucoup plus positif, je vous dirais. En même temps, ben, on est chanceux que ça nous arrive au printemps. Ça va nous permettre de faire un petit peu plus d'activités avec nos proches à la maison, comme entreprendre le grand ménage. Les journées d'ensoleillement sont plus favorables, plus longues, alors c'est positif tout ça. C'est important aussi parce que veux pas, depuis quelques semaines, depuis une semaine, on fait du télétravail. On accorde beaucoup de soutien, nous, dans toutes les sociétés, par écoute téléphonique ou courriel à nos aidants. Donc, c'est important d'éviter aussi d'écouter trop souvent là, les nouvelles en boucle. Mais juste être assez pour être informé, mais ne pas trop surcharger notre esprit parce qu'on peut devenir anxieux. Si c'est possible aussi pour vous à la maison avec votre proche ou tout dépendant de votre milieu de vie, de marcher, de pouvoir faire un petit tour de voiture, de s'asseoir sur un balcon, mais tout ça, c'est vraiment intéressant à faire.
rester le plus possible en contact euh, par téléphone, courriel. Il y a beaucoup de discussions web maintenant. C'est important de briser cet isolement-là. Puis c'est normal, il faut se rappeler que on vit des événements. C'est un peu en montagne russe. On peut vivre un petit peu d'incertitude, de stress, de peur, de tristesse. Il faut quand même mettre l'emphase sur ce qu'on a, hein, ce qui est positif, comme la sécurité, la famille, les présences, les gens qui nous entraident. Alors, il faut voir toujours le verre d'eau à moitié plein. Si les émotions prennent trop de place dans votre tête, dans votre cœur, ben, entourez-vous des gens qui vous font du bien. Vous pouvez même appeler votre pharmacien, votre médecin. C'est important de vous entourer de ceux qui sont positifs et qui vous supportent positivement dans ça. Et je vous rappelle aussi qu'il y a des ressources d'aide via Info Santé, le 811 ou le 211. Les sociétés Alzheimer aussi offrent du soutien téléphonique et par courriel aussi. C'est plus des situations des fois un petit peu plus délicates. Alors par courriel, c'est un moyen vraiment plus facilitant de nos jours. N'hésitez pas à rejoindre le bureau de toutes les sociétés du Québec. À la fin de la présentation, probablement que Noua va afficher les coordonnées de chaque société régionale de la province. Alors, sans plus tarder, pour moi, c'est important de vous parler un petit peu des approches de société Alzheimer. Hein. On a une philosophie, une approche centrée sur les besoins de la personne. Pour moi, c'est très important d'en prendre conscience dès le début pour bien accompagner notre proche. L'évolution d'une personne va dépendre en grande partie de la façon dont on la regarde. Alors, c'est sûr qu'aujourd'hui, je vais aborder différents points. On vient de voir la diapo, exemple. Je vous parle des valeurs de la philosophie du mouvement, de l'impact de la maladie cognitive dans le quotidien, l'importance d'adapter l'environnement, des idées d'activité. Et c'est sûr qu'on va y aller avec une période de questions. Quand je vous parle un petit peu de l'approche, bien, l'évolution de la personne dépend en grande partie dans la façon dont on va regarder la personne. C'est important d'accepter la maladie, de comprendre les comportements pour bien accompagner la personne. Il faut toujours miser sur les forces de la personne. C'est un être de relation qui a besoin d'être dans son entourage. Ces gens-là ont besoin de se sentir acceptés, d'être utiles. Alors, dans les interactions sociales, ça va être important aussi d'en prendre conscience. Je vais commencer avec les impacts de la maladie d'Alzheimer ou autre affection là, apparentée. Je vous dirais qu'en tout premier lieu, c'est important de comprendre l'impact de la maladie, des pertes de mémoire, pour mieux accompagner notre proche. On va le défiler tranquillement au fur et à mesure. C'est important pour moi de vous dire que pour chaque sphère qu'on va voir, il faut vraiment départager et faire du cas par cas. C'est des situations, c'est des informations globales. C'est sûr qu'en 45 minutes, je ne peux pas faire des présentations de situations particulières. Ça va être vraiment sous forme très large parce qu'on peut aussi bien se refléter et ça affecte les gens en phase légère, modérée ou avancée de la maladie, tout dépendant des affections qu'on a aussi, hein, si on a des atteintes de corps de Lewy, de frontotemporal. Alors, il y a des variantes aussi qui peuvent vraiment amener à moduler une problématique qui peut être plus intense dans une sphère chez quelqu'un et pour une autre, ben, ils ont moins de difficultés. C'est ce qu'on va voir ensemble au fur et à mesure de notre conversation, de ma présentation. Alors, le tableau qu'on venait de voir précédemment regroupait généralement les 7 zones là, qui sont très importantes, qui influencent les activités de la vie de tous les jours. On va débuter par la mémoire. On va commencer un petit peu avec celle-ci. Elle se caractérise souvent je vous dirais plus souvent dans l'oubli à court terme, hein, ce qu'on a oublié récemment.
Et souvent, on entend ces commentaires-là. Hein. Les gens vont nous dire ah, ben, il ne se souvient pas de ce qu'on a mangé hier, mais il se souvient que quand il allait à l'école ou quand il allait bûcher, quand il était petit, chez son grand-père. Euh, c'est sûr que la mémoire à court terme, c'est souvent celle qui est la plus affectée. Il n'y a pas de truc non plus à la mémoire. Hein. Le premier truc ou le premier conseil que je vous dis, c'est de répéter. Répéter si on le fait fréquemment, souvent, tous les jours, plusieurs fois par jour. Je faisais un petit peu un parallèle avec les gens qui me disent « je ne comprends pas qu'ils ne se souviennent pas de ce qu'on a fait hier, mais qu'ils se souviennent de choses par le passé ». Il y avait un médecin qui comparait un petit peu le fil de la mémoire avec une enregistreuse à ruban que j'ai connue, moi, parce que je suis quand même dans la quarantaine, avant les CD, au fond. Alors, il expliquait que lorsqu'on enregistrait, ben, le ruban enregistrait, ça allait bien. Si on avait un bris et que le ruban était fragilisé ou quoi que ce soit, ben, l'enregistrement des nouveautés ne se fait pas. Mais par contre, tout ce qui a été enregistré précédemment et conservé est encore fonctionnel. Alors, c'est un peu le principe de l'accompagnement au quotidien. Hein, un jour à la fois, et c'est vraiment vrai. Euh, alors, c'est important pour les gens qui ont des problèmes de mémoire à court terme d'établir une activité, des activités, une routine, des activités aux mêmes heures, faire les mêmes choses au même moment, de la même façon. Ça crée des repères et ça permet un petit peu d'atténuer l'anxiété. C'est important aussi de placer des petits mémos comme un petit rappel d'éteindre la cuisinière, placer des numéros de téléphone à côté de l'appareil. Je, je vous dirais même peut-être même de les coller pour être sûr que les papiers ne se retrouvent pas un peu partout. Demeurer en mode familier plutôt que d'apporter des nouvelles activités. C'est important aussi d'éviter d'argumenter devant une question répétitive ou de tester la mémoire de la personne. Hein. J'avais un participant qui venait au centre de jour, puis son épouse, on se voyait rarement, mais on communiquait fréquemment au téléphone et elle me disait « ça fait presque 1 an que mon conjoint va chez vous et il ne sait pas encore c'est qui José. » Alors, je lui disais « mais c'est sûr que s'il savait, il ne viendrait pas ici. » Alors, pour moi, c'est de faire avec. Quand on tente un petit peu d'argumenter, ben, des fois, ça fait place à la chicane ou aux incompréhensions. Ça amène un peu un sentiment de colère ou de frustration de la part de l'aidé. Et de part de l'aidant, ben, je vous dirais que vous perdez votre énergie. Hein. C'est important de maximiser, de mettre notre énergie au bon endroit. Dans les problèmes de mémoire, c'est sûr que ça affecte aussi, veut pas, hein, la mémoire de l'orientation et du temps. L'orientation spatiale et temporelle. Le temps, le jour, le mois, à un moment donné, quand nos journées se fait un comparatif un peu avec le film Le jour de la marmotte. Un film qui a été populaire dans les années 80, si je me souviens bien, où est-ce que le personnage amenait toujours à revivre la même situation, la même journée. Et c'est sûr que c'est un peu la même chose. C'est important d'amener beaucoup de repères temporels. Au niveau de l'orientation spatiale, c'est important de mettre des repères visuels, comme installer un gros calendrier, laisser traîner un journal. Ça nous amène un petit peu à trouver des solutions pour faciliter le moment. C'est important de parler aussi en précisant les moments de la journée. Souvent, il y a des gens qui disent « bon, on va aller manger ». Le midi, ben, on va aller dîner. Ah, ben, le soir, on va aller manger. Mais c'est important de décortiquer. Je trouve ça important de dire ben, on va aller déjeuner, on va aller dîner. Ah, c'est l'heure du souper. C'est d'apporter des repères dans notre journée. J'avais une dame qui était en tout début de maladie et qui avait encore son permis de conduire et je trouvais ça génial et c'était donné un petit truc au quotidien
quand elle allait faire ses achats au centre commercial, elle avait un dictaphone avec elle et qu'elle pouvait de laisser une petite note disant, ben, aujourd'hui, je suis stationnée à l'entrée 5 du magasin Labbé. Alors, quand elle terminait ses courses, elle réécoutait son dictaphone et pouvait s'orienter à ce moment-là. Alors, il y a toujours des petits trucs comme ça qui est important de voir au quotidien. C'est important aussi de pouvoir donner la date et le jour à la personne plutôt que de lui demander. C'est important de ne pas jouer avec la mémoire des gens. Éviter aussi les changements dans l'environnement. Là, c'est sûr qu'on est en période davantage de confinement. On va entreprendre notre grand ménage et souvent, les gens, il y en a beaucoup qui ont tendance à vouloir tout changer, la disposition des meubles du salon, faire un grand changement. Mais je vous dirais que pour les gens qui ont des atteintes, on pourrait laisser ça statu quo. Là. C'est important qu'ils aient leur repère. La nuit, on peut installer des petites veilleuses pour qu'il y ait des repères pour les déplacements à la salle de toilette. C'est sûr que ça donne un bon coup de pouce aussi là, pour se repérer. On va poursuivre avec la prochaine impact. Je vous dirais, le langage est quelque chose qui peut être très affecté même au tout début de la maladie. Il est important de toujours respecter la personne, de ne pas l'infantiliser. Lorsqu'on s'adresse à celle-ci, ben, c'est important de garder le contact visuel. Une question à la fois. Laisser un temps de réflexion. Souvent, les gens ils vont utiliser des mots plus généraux, hein, comme ils vont dire la patente, la chose. Alors, c'est sûr que pour nous, on y va dans des catégories. Lorsqu'on pose nos questions, mais c'est important aussi de répéter la même question en ajoutant des gestes ou des objets pour soutenir nos propos. C'est important aussi de toujours respecter la personne, de ne pas l'infantiliser. Plusieurs fois, j'entends les gens qui ont des problèmes d'aphasie, on entend souvent les APP, là, les aphasies primaires progressives. La façon de communiquer, la personne nous démontrera toujours sa façon de communiquer. Il faut être vraiment à l'écoute de ces gens-là. Leur laisser le temps de choisir les mots, de parler avec des phrases vraiment plus courtes. Des fois, c'est important aussi de remplacer les mots par des généralités ou des catégories comme des pêches. Ben, on peut dire un fruit, hein, parce que des pêches, on n'en mange pas régulièrement comme une pomme. Alors, d'imager, d'utiliser les gestes, il faut être toujours un peu conséquent avec ce qu'on dit et ce qu'on fait. Si je m'adresse à la personne en lui disant ben, va chercher une débarbouillette et que je suis en train de vider les poubelles, ben, peut-être que la personne va venir m'aider à vider la poubelle. Et il faut toujours mettre le moins d'éléments possible pour pas que ce soit confusionnel. C'est important aussi de répéter en ajoutant des gestes. Si on n'est pas certaine que la personne est bien compris, on peut reformuler notre phrase, mais toujours des mots simples. C'est sûr qu'avec le temps, avec la maladie, il y a un phénomène qu'on appelle l'agniosie. C'est que la personne n'a plus la reconnaissance visuelle, ne sait plus la signification d'un mot, d'un objet ou d'une personne. Alors, je favorise beaucoup les questions fermées à ce moment-là. Exemple en disant, est-ce que vous voulez un jus de pomme ou un jus de fruits? Si possible, si on a les deux contenants, exemple un jus Oasis de pomme ou d'orange, bien, on pointe l'objet pour que la personne puisse faire son choix. Quand les gens ont des problèmes de mémoire,
à court terme très affecté et qu'aussi l'anosmie est présente, si on propose verbalement seulement un jus de pomme ou un jus d'orange, la personne, vous remarquerez souvent, va avoir tendance à dire le dernier mot qu'on a proposé. Exemple, voulez-vous un jus de pomme ou un jus d'orange? Mais la personne va dire un jus d'orange. Et si on pointe les deux contenants de jus différents, elle va sûrement nous pointer peut-être l'autre qu'elle aurait voulu désirer. Alors, c'est un peu dans ce sens-là, là, d'essayer de décortiquer, de mettre en place tout ce qui peut aider la personne. Pour les gens qui veulent s'exprimer, qui ont des difficultés, moi, je remarque de la part d'intervenants, de stagiaires, de collègues qui ont des difficultés. Des fois, il y a un malaise, il y a un inconfort lorsque la personne essaie de s'exprimer, qu'il y a des mots qui sont changés, qu'il y a des moments de silence, qu'elle nous répète que c'est pas ça qu'elle veut dire, que ça la fâche. Il y a beaucoup de gens qui vivent un moment un peu plus désemparé ou inconfortable, mais il ne faut pas se gêner de le dire. Moi, c'est sûr que je vais faire de l'écoute active, je vais leur dire « Prenez votre temps, je veux vraiment m'assurer d'avoir bien compris. C'est important pour moi. » Des fois, juste dire « Je vais d'essayer de lancer une phrase au hasard en disant « Est-ce que c'est ça que vous voulez dire? » D'aller valider. C'est important que la personne sente qu'on soit ouvert à ses difficultés et que le but premier est de répondre à ses besoins. On peut poursuivre avec la prochaine, qui est le jugement. Le jugement est souvent très affecté chez les gens. Hein. La difficulté d'analyser une situation peut devenir difficile au fond de peser le pour et le contre, de faire les bons choix. Souvent, c'est un processus d'analyse qui est complexe, qui est étapé, si on veut. Alors, si quelqu'un a de la difficulté avec la compréhension, c'est important aussi de ne pas argumenter avec la personne. Par exemple, il y a un aidant la semaine dernière qui me disait qu'il s'occupe de ses deux parents. Son père a la maladie, mais est en tout début. Monsieur conduit encore la voiture et sa maman est plus avancée. Alors, l'aidant a deux personnes à s'occuper. Il me disait, mais moi, mon père, il veut toujours aller au centre d'achat, il veut toujours prendre sa voiture et avec la période de confinement, c'est difficile. Je lui dis qu'on ne peut pas à ce moment-là, que c'est tout le Québec, que c'est partout, on ne peut pas prendre la voiture. Et son père se fâche contre lui. Alors, dans ce cas-là, moi, je lui dis, dans les débuts, au fond, je leur disais, écoutez le point de presse parce qu'à ce moment-là, j'ai dit, ça va être le ministre Legault qui va dire, les personnes âgées, restez chez vous. Alors, j'ai dit, si votre père a à être fâché contre quelqu'un, ce ne sera pas contre vous, ce sera contre le premier ministre. À la blague. C'est sûr que c'est des gens, c'est sûr qu'il y a chaque situation à sa problématique. On remarque le jugement qui est très affecté, je fais une parenthèse, aux atteintes frontotemporales, qui sont là très différentes des atteintes cognitives, là, vasculaires, Alzheimer ou autres, parce que le jugement est très affecté. Et on ne peut pas toujours faire de diversion avec des gens qui ont des atteintes frontotemporales. Souvent, ils ont des idées très ferme, très clair, très précis. Peu importe l'argument qu'on va apporter, c'est difficile de les faire changer d'idée. Moi, j'avais un monsieur qui avait commencé à acheter des nouvelles ampoules ou acheter des nouvelles lampes parce que quand l'ampoule brûlait, lui, il se disait « Ah, c'est la lampe qui est brisée ». Alors, des fois, c'est plus difficile au niveau aussi de la gestion de l'argent et tout. C'est très difficile de soutenir une personne avec les gens qui ont des atteintes frontaux. L'important est de vraiment les recadrer. Il faut vraiment recadrer les gens
c'est plus nécessaire parce que la diversion ou les stratégies sont moins efficaces. Hein. Il y avait une aidante qui me partageait que son époux avait commencé à vouloir toujours aller s'entraîner et le soir à 10 heures, il voulait aller s'entraîner au PEPS. Et elle lui disait, regarde, c'est le TVA 22 heures, regarde dehors, c'est noir, c'est fermé. Il n'y avait absolument rien à faire. Alors, la forme encadrant nous dire non est vraiment plus incitative dans ce temps-là. C'est une approche qu'on favorise moins, nous, dans la généralité, mais dans des atteintes frontotemporales, c'est sûr que le cadre et la fermeté est nécessaire. Pour les gens, des fois, qui ont un petit jugement plus altéré ou quoi que ce soit, ben, c'est important de ne pas argumenter avec la personne. Moi, il y a une dame qui vient au centre de jour et qui adore faire la vaisselle, puis à un moment donné, on avait mangé de la lasagne, elle se précipitait à mettre de l'eau froide, oublie de mettre le savon. Alors, nous, on n'est pas là dans le jugement. Alors, moi, je lui dis, « Ah, je pense que j'ai oublié de vous donner le savon » ou « Ah, puis ici, ça prend du temps avant que l'eau chaude arrive. » Alors, des fois, c'est de glisser tout ça, de ne pas essayer de recenser ou de dire « Ah, ben, vous n'avez pas mis de savon. Ah, ben là, regardez, l'eau est froide, ça ne se lave pas bien. » Quand on a une attitude comme ça, via le reproche, ben, c'est sûr que la personne va se replier sur elle-même. Elle va avoir moins d'initiative et d'estime de soi. Alors, c'est important aussi de parler en jeu. Hein, il y a des gens souvent qui ont tendance justement à déplacer les objets, faire du ménage dans les tiroirs et là, bon, ils ne retrouvent plus des photos ou une paire de pantalons et là, ils ont un comportement un petit peu plus accusateur de vol. Alors, je vous dirais que c'est important de parler au jeu. Hein. Ça va permettre d'adoucir les moments. Si on dit, ben là, c'est toi qui as pris mes pantalons, la personne est fâchée. Alors, nous, on peut dire, ah oui, vous pensez ça? Ben, je vais regarder. Peut-être que je les ai égarés. Je ne m'en rappelle pas. Alors, de se prêter au jeu va encore une fois maximiser, de garder votre énergie pour choisir nos vraies batailles et permet aussi d'adoucir le comportement un petit peu plus réactif ou suspicieux de votre proche. Alors, on va poursuivre avec l'organisation maintenant. Alors, l'organisation, les problèmes de mémoire affectent beaucoup la mémoire procédurale. La procédure, au fond, est de décortiquer une tâche. On va avoir besoin de se trouver des stratégies pour vraiment décortiquer une tâche. Par exemple, si je vous dis cette période-ci, je dis à mon proche, ben, on va commencer notre grand ménage. C'est des phases qui sont très, très, très abstraites, très lourdes pour eux. Même pour nous, par quoi on commence la cuisine, le salon, il faut toujours se motiver un peu pour faire ça. Ben là, je parle pour moi. Mais au niveau de la personne qui a la maladie, des fois, d'essayer d'adoucir un petit peu ces propos-là. Ou tout simplement, je conseillais à une aidante la semaine passée de, bon, commencer peut-être à vider une armoire de cannes de conserve dans la cuisine, donner un petit linge savonné à sa mère et qu'elle, pendant qu'on nettoie la tablette, elle peut nettoyer chaque canne. Alors, quand je dis de décortiquer une tâche, c'est un peu dans cette façon-là là, d'aborder. La mémoire procédurale, souvent, on va le voir. Les gens vont dire « Ah, ma mère est plus capable de cuisiner. » L'autre fois, il y avait une dame qui me disait ma mère, l'autre fois, je lui ai dit on va se faire des bons œufs à la coque. Elle dit, pourrais-tu me faire bouillir des œufs? Oui, pas de problème. Elle dit, j'arrive quelques minutes plus tard, il n'y avait rien sur la cuisinière. Mais elle dit, elle avait mis les œufs dans la bouilloire. Alors, les œufs étaient en train de cuire dans la bouilloire électrique. Alors, à la blague, on a dit, c'est magnifique. Il faut toujours voir le côté positif de la maladie, dans le sens que ça n'affecte pas l'intelligence. La dame a trouvé une façon de faire cuire les œufs, mais dont les étapes ont été un peu plus écourtées. Alors, c'est d'essayer de voir un petit peu ce qui peut nous faire sourire dans la maladie. Alors, c'est un peu ça pour l'organisation.
La même chose un petit peu, comme les gens vont dire, oh, mon épouse, elle met toujours les mêmes vêtements depuis 3 jours, depuis une semaine. Là, on est confiné, elle ne veut pas changer de vêtements. Elle regarde ses vêtements le matin, puis elle se dit, oh non, pas ça, c'est vieux. Ça, c'est pas à moi. Oh, ça, c'est trop propre. Alors, l'aidant me disait, là, c'est plus difficile, elle ne veut jamais se changer. On a trouvé ensemble des stratégies de pouvoir peut-être préparer à l'avance les vêtements le soir. Euh, de mettre un petit peu les bas, les pantalons, le vêtement pour le lendemain. J'ai suggéré aussi de faire une rotation, de peut-être cacher de la vue, mettre dans une boîte pendant 3 semaines, un mois, des vêtements qu'elle ne veut plus mettre ou qu'elle se dit que c'est pas à elle. Des fois, le fait de se passer qu'elle ne le voit pas pendant quelques temps et on ressort, mais ça permet un petit peu de dire, ah, ben c'était des vêtements qu'on a trouvés, ils étaient entreposés, c'était à nous. Alors, des fois, parce que quand on insiste trop pour dire, ben là, il faut que tu te changes, ça fait 3 jours que tu n'as pas été changé, tu as tout le temps les mêmes vêtements, plus on accentue nos demandes, plus la personne va probablement s'opposer aussi parce qu'on vient de tomber dans un cercle vicieux. Là. Plus je pousse, plus je recule. Alors, c'est important de lâcher prise. Et encore une fois, de choisir nos batailles. Comme je disais à cet aidant-là, ben là, on est confiné. On ne travaille pas au pic et appel. Alors, si madame a les mêmes vêtements pendant 3 jours, est-ce que c'est grave? Non. On peut s'abstenir. On peut laisser glisser quelque temps. Pour aussi favoriser l'organisation, c'est important aussi d'utiliser l'imitation. Il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés pratiques d'effectuer, de coordonner les mouvements. Alors, même si on leur dit « coupez les légumes, coupez-moi du céleri en petits morceaux », des fois, ils ont compris le fonctionnement, mais c'est dans l'exécution qui est difficile. Alors, si nous, on fait le même mouvement qu'eux ou juste l'initier, souvent, là, la procédure de l'activité s'enclenche. C'est comme si l'automatisme revient. Je vous parle un petit peu de décortiquer les vêtements, les étapes de l'habillage. Je vous dirais la même chose aussi pour les soins d'hygiène, hein, de préparer l'eau du bain, d'ajouter du savon. Alors, c'est des choses qui sont qui peuvent faciliter parce que la personne ne voit pas la lourdeur de la tâche à effectuer. C'est comme si c'était beaucoup plus facilitant pour elle. On va y aller avec l'abstraction. C'est affecter aussi la compréhension. Voyons, excusez-moi. Alors, l'abstraction, c'est souvent les difficultés qui ont à faire appel à la pensée abstraite, comme le calcul mental, effectuer des retraits bancaires. C'est très difficile pour eux, pour certaines personnes. Aussi, il faut éviter l'appel au double sens ou au proverbe. Il y a une dame qui venait au centre de jour et avait très bon appétit. Elle mangeait 2 fois de la soupe, 2 fois un plat principal. Et je lui disais, oh mon Dieu, vous avez une bonne fourchette. Elle a pris une pause et elle s'est mise à observer sa fourchette dans tous les sens. Et elle a dit oui, oui. Elle a dit oui, elle est bonne. Alors, de faire abstraction à ces éléments-là. C'est important aussi de toujours se trouver des trucs, faire preuve de compassion, traiter la personne. Si on va au guichet avec notre maman, puis qu'elle utilise sa carte d'assurance maladie au lieu de sa carte de débit, ben c'est de lui dire « Ah, ben regarde, peut-être que celle-là va fonctionner. Elle, je crois qu'elle est plus bonne. » De ne pas mettre l'emphase sur les erreurs produites dues au problème d'abstraction. On va poursuivre avec les perceptions. Je vois le temps filer. Alors, difficulté, les perceptions, c'est souvent les interprétations.
de difficulté à discriminer les distances, les couleurs. C'est important de favoriser les contrastes. Hein. Souvent, au centre de jour, on le voit. Hein. On ne mettra pas dans une assiette blanche des patates pilées, du chou-fleur et un filet de sole. Alors, on va essayer d'utiliser les contrastes. Souvent, les gens vont mélanger perception et hallucination. La grande différence, c'est que les perceptions, c'est quelque chose qui existe réellement, mais qui est déformé. Exemple, s'il y a un bris dans les mailles du bain, ben, la personne peut peut-être penser que c'est une araignée. À un moment donné, au centre de jour, on avait mis des cubes de beurre dans le temps des fêtes, comme pour faire vraiment plus fancy, plus coquet. Et un monsieur qui s'est mis à en manger en pensant que c'était des cubes de fromage. Alors, les perceptions, c'est important, là, d'essayer de voir, de se mettre dans la peau de la personne et de voir qu'est-ce qu'elle peut bien voir. Tandis qu'une hallucination, ben, c'est un petit rappel de quelque chose que l'on voit, mais qui n'est pas présent. Ce n'est pas une déformation de la réalité. Pour ce qui est de l'attention, c'est vraiment la difficulté de se concentrer sur une tâche. Alors, c'est important que la personne puisse s'assurer qu'elle entend bien et voit bien aussi. Hein, des fois, ce ne sera pas eux qui vont se rendre compte de dire « Ah, ben moi, je vois moins bien, il me semble qu'il faudrait que j'aille chez l'optométriste. » Alors, c'est à nous un petit peu de s'assurer qu'elle voit bien, entend bien. On donne une consigne à la fois aussi, ça c'est très important. On va limiter les conversations durant une tâche. Exemple, si la musique joue, la télé aussi, et qu'on lui parle, mais là, c'est sûr qu'il va avoir diversion, elle va probablement cesser de faire sa tâche ou se brûler des étapes. J'aurais envie de continuer avec un petit peu, il nous reste quelques minutes. L'importance de l'environnement, chose qu'on banalise souvent, mais l'environnement est très important. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui nous font qu'on oublie parce que ça fait partie de notre quotidien 24 heures sur 24. Alors, le climat, hein, s'assurer que la lumière, l'éclairage soit bien correct, parce que ça peut être agressant. De limiter les ambiances calmes ou agitées. Il y a surtout aussi des fois en fin de journée qu'on connaît bien le syndrome crépusculaire. Il y a des gens qui sont un petit peu plus sensibles ou nerveux dans cette période-là. On peut fermer les rideaux, ajouter de l'éclairage, faire une activité à ce moment-là pour lui changer les idées. Le rythme aussi, de prendre le temps de faire les choses. Et ça, je le rappelle précisément aujourd'hui parce que le temps est important. Il y a une dame qui me disait, là, il m'aide à faire mon grand ménage, mais il a fait ma porte patio, mais elle est toute bariolée. Je connais très bien son proche, donc je sais que demain, il ne s'en rappellera pas. Alors, je peux lui dire, ben, regardez, on a le temps de prendre le temps, on peut lui refaire faire demain. Alors, c'est de jouer avec les forces des gens et c'est à nous aussi de s'adapter là-dedans, de prendre le temps. La chaleur, le froid, c'est des éléments qui peuvent influencer la tolérance envers nous. Si la personne a trop chaud ou a froid, alors de se mettre en mode pensée pour elle. La quantité de stimuli, c'est important aussi de les diminuer. Les personnes significatives autour de nous peuvent nous aider à augmenter le sentiment de sécurité. J'ai une dame qui vit beaucoup d'isolement depuis 2 semaines. Elle est seule avec son proche. Elle a des limitations visuelles. Et je parle à son conjoint aussi. Et pour lui, je trouve ça beau parce qu'il se souvient encore de l'intemporel. Parce que nous, on a mis notre service de répit en suspens depuis 3 semaines. Et elle me disait, mon doux, il sourit quand tu lui parles. Alors même si c'est pas c'est qui José, des fois juste la reconnaissance par la voix
le thème de voix, l'intonation. Puis si on fait référence à des faits cocasses, comme ce monsieur-là adore la tarte aux pacanes, alors je lui disais, ben, quand on va se revoir, c'est sûr qu'on va vous faire une tarte aux pacanes. Alors, ça calme un petit peu l'anxiété en cette période-ci. C'est important la constance et la cohérence dans ce qu'on fait, dans ce qu'on dit. Et de s'entourer des personnes qui nous font du bien. Par la suite, il va y avoir des périodes, je vous ai dressé un petit tableau aussi sur les activités, quoi faire. C'est des suggestions que je vous propose. Activités de la vie domestique, activités de détente, celles qui sollicitent la mémoire, activités artistiques aussi pour des gens qui ont un intérêt. J'aime ça apporter des petites nuances. Hein. Beaucoup de gens vont me dire, oh, ben moi, mon épouse, elle peignait, elle faisait de la peinture, là, ça lui dit plus rien. C'est pas parce qu'elle n'est plus capable de le faire souvent, c'est parce que l'organisation des étapes, comme on voyait tantôt, peut être altérée. Alors, des fois, juste offrir un tableau plus petit, un pinceau, deux, trois choix de pinceau, deux, trois choix de couleurs, peut aider à limiter, faire un tracé d'un paysage ou d'une forme. Alors, ça peut être dans les activités de la vie quotidienne de décortiquer. Hein? Je vous dirais que il y a une dame qui me disait, ah, ben là, je voulais acheter des casse-têtes, mais là, tout est fermé. Ah, ben, il y a toujours le web qui peut nous aider un peu, hein, de classer des boutons. Il y a plein de choses qu'on peut faire là, en cette période de grand ménage. Mais ce que je veux toujours vous ramener en terminant, c'est d'avoir en tête que peu importe l'activité qu'on propose, ça doit être un prétexte pour faire revenir à la mémoire de beaux souvenirs. Elle permet de stimuler différentes sphères et de toujours valoriser la personne, dans respectant les limites aussi. Mettez de la musique dans la maison, c'est comme si ça ajoutait une présence aussi. Dans tout ce que l'on fait, jamais que ça doit être dans toutes les activités ou les demandes de tâches ou d'ateliers qu'on propose, il ne faut jamais que ce soit une source de performance, de confrontation ou de compétition. Le plaisir est dans le jeu. C'est de trouver le plaisir dans tout ça sans mettre de pression de performance. Alors, pour ce qui est de ma part, je regarde le temps filer, j'aurais pu parler encore pendant 3 ou 4 heures, tellement j'ai des exemples et des choses à vous partager, mais notre temps est limité. Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant laisser la parole à Noa. Ah, merci beaucoup, José, pour cette présentation. Et surtout, je pense que le mot d'ordre qui en ressort, c'est vraiment de prendre le temps. Effectivement, là, l'occasion à faire. Prenez vrai cadeau aujourd'hui, parce que je suis sûre que vous êtes certainement beaucoup à la maison. Vous avez fait un petit peu le tour où l'anxiété commence un petit peu à monter, où les situations deviennent un peu plus difficiles. Et donc, on respire, ça va bien aller. Et puis surtout, on est là pour vous. Et puis, autant d'activités là à mettre en place. Alors, surtout, n'hésitez pas là maintenant. On veut vraiment que ce soit aujourd'hui très interactif avec vous. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit via la boîte de dialogue ou tout simplement en demandant à prendre la parole. Alors, déjà, oui, une question de Madame Provencher. Alors, merci pour la présentation. Oui, vous allez recevoir la présentation d'aujourd'hui. Donc, le webinaire est enregistré et tout de suite après la fin de la conférence, je vous enverrai le lien pour pouvoir, d'une part, vous le revoir, mais également le partager avec vos collègues. Alors, oui, ça sera partagé. Alors, écoutez, les merci affluent. J'aimerais peut-être vous poser une question, José, dans cette période de confinement où, oui,
beaucoup de familles sont à la maison, mais malheureusement, il y en a des gens qui sont en résidence. Donc, comment est-ce qu'on adapte notre quotidien dans un contexte d'hébergement et surtout pour les professionnels de la santé? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être transférées dans un contexte d'hébergement, mais peut-être plus de spécificité par rapport justement à la nouvelle dynamique qu'on a dans un centre d'hébergement où justement la proximité avec les résidents est une problématique, où là, il y a toutes ces mesures ou les mesures d'hygiène qui sont dans un contexte d'hébergement. Alors, est-ce que vous auriez des conseils plus spécifiques pour justement cette clientèle-là? Oui, effectivement, en plus du confinement, l'accès aux visiteurs, aux familles est limité. Moi, je me dis, et c'est davantage le temps aussi, je le transposerais selon les possibilités des milieux un petit peu à faire la même chose que l'on fait à la maison. Exemple, comme tantôt je relatais la dame dont le proche avait aidé à laver les fenêtres et que c'était pas à son goût, il l'avait refait. Moi, je crois qu'on peut s'adapter au rythme de nos gens. J'ai une aidante qui me disait effectivement que depuis le confinement, mais elle a adapté son rythme. Elle se couche à la même heure que son mari à 11 heures et elle se lève à 11 heures le lendemain matin. Je ne parle pas de faire ça parce que je sais qu'en résidence, les gens ont un emploi du temps, ont des chiffres et tout. Mais je crois que peut-être le petit côté de prendre le temps s'impose. On voyait en fin de semaine aussi là, des idées créatives de préposés ou je ne sais pas, d'employés dans une résidence qui étaient sortis dehors et danser et chanter. De mettre de la musique, ce serait peut-être génial. Souvent, c'est quelque chose qu'on entend moins. Hein? Souvent, dans les résidences, on voit dans les bouts de petits salons une télé qui est ouverte avec le TVA en boucle. Alors, ce serait peut-être le temps de mettre de la musique de la compagnie créole ou de se réinventer. Je sais que on est des êtres de routine, mais je crois que ce contexte-là permet à chacun d'entre vous, autant employé que parent, de maximiser le potentiel de choses auxquelles on pense et de développer une certaine ouverture. Je ne sais pas si je suis précise dans ma réponse, s'il vous manque d'autres éléments. Alors, pour ceux pour qui si vous voulez avoir plus de précision, n'hésitez pas à poser vos questions. Beaucoup des familles, justement, et ça, tu l'as très bien mentionné, que ce soit au niveau des problématiques de langage ou des problématiques de comportement, ou finalement finissent par s'obstiner avec la personne, s'épuisent également à toujours répéter peut-être la même chose. Et c'est l'épuisement du proche aidant qui en est un petit peu la conséquence. À ces personnes-là, qu'est-ce que vous diriez? Oui, la résilience. Oui, c'est sûr qu'à un moment donné, ça devient lourd de répéter, de répéter. Des fois, c'est moi, je vous dirais, avant d'éclater ou de réagir, isolez-vous. Écrivez vos frustrations sur un bout de papier. C'est important d'évacuer et de trouver une façon ou d'appeler son fils ou sa voisine ou une amie, mais de dire, regarde, peux-tu parler à ton père un peu ou quoi que ce soit. Euh, il y a quelque chose que je voulais soulever tantôt, puis je m'excuse, je reviens un petit peu sur cette façon-là. Il y a une aidante qui a communiqué avec nous, expliquant que sa mère était dans une résidence pour personnes autonomes. Elle s'est fracturée, en tout cas, elle a eu des blessures et elle a dû être confinée temporairement dans un autre établissement. Et avec le fait du confinement, de ne plus pouvoir sortir, madame vit beaucoup d'anxiété. Elle ne comprend pas qu'est-ce qu'elle fait dans cette nouvelle résidence-là. Et il y a des moments où ça va, où il y a des moments où elle est plus tempérée. Euh, moi, je dis c'est important aussi au personnel de peut-être faire des rappels écrits
Hein, vous ne devez pas mettre ça dans les portes des chambres, dans les corridors. Mettez-vous beaucoup de trucs, de repères visuels pour soutenir vos interventions. Pour certaines personnes, ça va fonctionner, mais c'est important d'ajouter des éléments visuels ou des rappels de fréquence. Je ne sais pas si c'est clair. Mhm. Et effectivement, là aussi, peut-être toute l'importance de l'histoire de vie de la personne. Vous avez mentionné, par exemple, la tarte au pécan. Ben, ça, c'est parce que vous avez pris le temps, finalement, d'aller chercher cette information, que ce soit auprès de la personne elle-même ou auprès de la conjointe. Mais ben, ça a été finalement votre point de repère avec lui. Pour qu'il puisse se rappeler de l'intemporel et forcément de créer une connexion avec vous également. Oui, parce que nous, au centre de jour, on a développé beaucoup de stratégies. Je vais faire un parallèle. Quand on intègre quelqu'un dans un groupe, premièrement, on fait toujours une intégration progressive qu'on appelle. Si nos journées d'activité sont de 9h30 à 3h, mais la personne va venir en bloc, exemple de 11h jusqu'à 1h30. Alors, si elle vit un sentiment d'abandon, d'insécurité ou quoi que ce soit, il ne sera pas renforcé par la durée plus longue. On met des trucs, des idées, on va prendre une photo d'elle avec nous, on va lui remettre. Alors, la semaine suivante, quand elle revient, même si elle ne se souvient pas de mon nom, il y a cet élément visuel-là qui vient renforcer. On fait des appels de motivation qu'on appelle. Quand la personne me dit, ben moi, mon père, il ne veut pas y aller au centre de jour aujourd'hui. Ah, alors moi, je lui téléphone et je m'adresse directement au monsieur. Bonjour, c'est José, on a hâte de vous revoir aujourd'hui. Et bien souvent, ça fonctionne. Souvent, le proche aidant, c'est l'objet d'amour, l'objet de haine. Donc, une tierce personne qui entre dans le décor, souvent, ça facilite quelquefois l'adaptation à la nouveauté. Et d'ailleurs, dans le cas aussi des familles, parfois, c'est peut-être le frère ou la sœur qui a peut-être plus d'affinité avec le proche atteint et qui pourrait venir finalement en renfort pour aider le proche aidant habituel à finalement s'en sortir d'une situation parce qu'on aura essayé plusieurs stratégies, ça n'aura pas fonctionné. Une question également, comment aider les proches aidants qui sont en confinement présentement avec la personne aidée? Donc, je pense que José a présenté plusieurs stratégies, mais si tu voulais peut-être ajouter quelque chose, José? C'est sûr que actuellement, c'est ce qu'on fait. On fait de l'écoute, du soutien téléphonique. J'ai environ 70 aidants que leurs proches fréquentent le centre de jour par semaine. Donc, on appelle ces gens-là. J'ai l'avantage aussi de connaître leurs proches, donc de les soutenir, d'écouter et d'être en mode solution. Juste dire comment ça va dans votre quotidien. Moi, j'ai une aidante, elle dit, je me rends compte qu'elle dit, mon conjoint, ça paraît qu'il va pas. Elle dit, quand il allait au centre de jour, il revenait, il y avait un sourire. Là, elle dit, son visage est vraiment comme, elle dit, manque de vie, il n'y a plus d'étoiles dans ses yeux. Alors là, je lui disais, votre époux aime beaucoup la musique. Quand on fait de l'exercice physique, on met du Elvis, on met différentes musiques de ces années-là. Et j'ai dit, je vois les étincelles dans ses yeux, je vois son sourire, c'est allégeant. J'ai dit, est-ce que vous mettez de la musique dans la maison? Elle dit non. Elle dit, c'est une très bonne idée. Alors, c'est des petites choses comme ça qui nécessairement, des fois, on se casse la tête à qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, mais il faut se ramener aux petites joies du quotidien, hein, de trier nos photos de voyage, de mettre des diaporamas de voyage qu'on a fait, de se rappeler de bons moments, de se faire un petit chocolat chaud dans les banalités qu'on oublie souvent, mais qui sont toujours présentes. Alors, une autre question est également plus spécifique par rapport au maintien à domicile. Alors, beaucoup sont avancés de leur maladie. Par contre, on continue à vouloir en laisser plusieurs dans leur domicile et le fameux filet de sécurité n'est plus 24 heures sur 24 en raison du confinement. Que faire quand il n'y a aucun aidant
En plus, avec ce que nous vivons actuellement, plusieurs n'ont plus de ménage à faire et donc des problèmes de poubelles, de dégâts qui s'accumulent, de l'insalubrité. Comment justement, quel filet social est encore disponible actuellement? Oui, Vas-y, c'est José. une question que je vous dirais que actuellement, ça dépend de votre région. Nous, on connaît très bien nos organismes qui gravitent autour de nos familles, les travailleurs sociaux, du réseau public. Euh, c'est sûr que nous aussi, on est en restructuration. Les gens nous appellent savoir, offrez-vous encore du répit? Non. Alors, on prend le pouls, là, on est en ajustement. Mais c'est important aussi, quand vous dites le filet social est difficile et tout, c'est de se ramener toujours à ce qui est positif, ce qui est calme. J'ai un code avec un aidant qui est très fragile, qui a peur de craquer et qui vit plus d'isolement. Et pour moi, j'ajoute des échanges téléphoniniques avec lui. Et quand on se parle du fait que c'est une situation très délicate, l'épouse a beaucoup de suspicions envers les téléphones, elle croit qu'il y a une autre personne dans sa vie. Alors, on s'est donné un code. Quand je l'appelle, j'ai dit, est-ce que ça va bien? Alors, s'il me répond à court terme, c'est qu'il faut que je le rappelle rapidement. Et s'il me dit à long terme, c'est que ça va bien. Alors, on essaie de trouver des stratégies ensemble selon chaque problématique. Hein? Euh, alors, c'est un petit peu d'augmenter notre présence téléphonique et aussi de faire le tour des réseaux. Qu'est-ce qu'ils offrent actuellement à Québec? Ce que j'entends, c'est que souvent dans les organismes qui offraient du répit, de l'accompagnement à domicile, c'est sûr que tout est sur pause aussi, mais souvent, il y a des bénévoles, des intervenants qui faisaient de l'accompagnement à domicile, qui vont aller faire l'épicerie pour les gens, ils vont aller faire les courses, ils vont faire de l'accompagnement téléphonique. Et c'est toujours d'être à l'affût là, de justement, est-ce que c'est une situation, c'est ça, un petit peu d'évaluer les besoins, la gravité de la situation. Alors, une autre question par rapport justement à l'environnement extérieur. Bon, c'est sûr que là, c'est peut-être pas propice, mais comment réagir quand la personne fait des commentaires déplacés au restaurant? Mhm. Moi, d'emblée, puis je vous le dis, faites-vous un genre de petite carte d'affaires où est-ce que vous pouvez écrire à l'endos, mon mari ou mon proche a des problèmes cognitifs qui affectent un petit peu la forme verbale, il va être plus désinhibé. Merci de votre compréhension. Ça, quand on glisse ça dans notre main et qu'on présente ça à la serveuse au restaurant ou peu importe, ça vous enlève un sentiment de honte et en même temps, vous avez la compréhension des gens autour de vous et l'empathie. Alors, de ne pas hésiter à utiliser ce moyen-là. Parfait. Alors, on a encore 2 petites minutes. Là, j'aimerais quand même qu'on respecte notre horaire d'aujourd'hui qui a été un petit peu exceptionnellement modifié pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, assister au point de presse justement de mise à jour quotidien de notre Premier ministre. Alors, on va prendre une dernière question. Si vous en avez pas, comme je vous le disais tantôt, le webinaire est enregistré, donc vous allez recevoir le lien tout de suite après. Il est également rendu disponible sur notre chaîne YouTube et sur notre site web. Si ce n'est pas déjà fait, le prochain webinaire des conférences mémorables aura lieu, alors je vais juste regarder ma petite note pour la date, donc le 6 mai prochain. Étant donné que à la base les webinaires sont virtuels, donc on continue et il sera présenté cette fois-ci par un nouveau duo, Julie Brunet et Stéphanie Martel, qui sont deux intervenantes au niveau du CIUS de Laval et qui vont nous présenter une initiative ministérielle du plan Alzheimer, le rôle de l'infirmière et de la travailleuse sociale comme ressource territoriale dans la réalité lavalloise. Alors, si vous ne vous êtes pas encore inscrit, vous pouvez encore le faire.
Et puis, si on n'a pas d'autres questions de la part des participants, j'aimerais vraiment prendre le temps de remercier Madame Vaillancourt pour cette excellente présentation, également votre générosité à partager les différentes stratégies. Et puis, à vous tous aujourd'hui qui avez pris le temps de vous joindre à nous alors que on est dans une situation critique et de crise pour tous, mais vraiment essayer de garder le moral. On va s'en sortir tous ensemble. Alors, n'hésitez pas à vraiment faire appliquer les consignes d'hygiène, à respecter la distanciation sociale. Et puis, chacun, en faisant chacun notre petit bout, on va y arriver. Alors, je vous remercie tous. Restez en sécurité et puis, on se voit le mois prochain. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et puis un excellent point de presse dans quelques minutes. Merci à vous tous. Merci. Bon.